Bonjour et bienvenue sur Oxide View. Aujourd'hui, nous rencontrons l'artiste Bertrand Lefebvre, illustrateur et sculpteur. Bertrand, qu'est-ce qui a déclenché ta pratique de la peinture et de la sculpture? Alors, en fait, moi, c'est un cheminement. Depuis petit, je dessinais énormément. C'était mon moyen d'expression. Et puis, comme je travaillais énormément le dessin, je recopiais beaucoup de bandes dessinées. Le fait de répéter quelque chose, automatiquement, je m'améliorais. J'étais beaucoup plus à l'aise avec le dessin. C'est venu, ça s'est imposé tout doucement. Alors, cette envie de dessiner, elle est apparue à moi. Je ne pouvais rien faire d'autre. C'était comme respirer. C'était quand il y avait des cours de maths. Il fallait absolument que je dessine parce que ça ne m'intéressait absolument pas. Et puis après, à la fin de la troisième, ma conseillère d'orientation m'avait dit, comme j'aimais bien l'art, que j'avais une sensibilité artistique, elle m'a dit de faire de la peinture sur voiture, en carrosserie. Donc heureusement, on m'a indiqué qu'il y avait une école en Belgique, à Saint-Luc, qui s'occupait d'enfants comme moi. Donc du coup, je suis allé aux portes ouvertes et j'ai su que c'était absolument là où je devais être. Donc j'ai eu la chance de rejoindre cette école. Donc là, il fallait prouver que c'était ma place. Donc je me suis mis à dessiner encore plus parce que c'est ce qu'on me demandait. Et ça a été 3 années sublimes. Donc après arrive le jury de fin d'année pour passer l'équivalent du bac et de son brevet en Belgique. Et moi je décide de faire un carnet de voyage à bord d'un sous-marin. Carnet de voyage imaginaire, le sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc quand je suis arrivé avant Saint-Luc, je faisais que du dessin, la ligne claire. Je reproduisais des planches de BD très très proprement. Et Saint-Luc m'a un petit peu explosé tout ça. Ils m'ont appris à faire de l'aquarelle, à faire de la gravure, à utiliser des médiums complètement inattendus. Mon carnet de voyage, j'ai peint avec de l'huile de moteur. Je me suis mis vraiment dans la peau d'un sous-marinier, comment on pouvait s'exprimer dans un sous-marin et faire un carnet de voyage avec du café, plein de choses comme ça. Donc je passe ce jury et puis après je cherche un travail. Et je me dis pourquoi pas allier en fait le monde de la mer que j'affectionne et puis le dessin. Donc je vais dans le bureau de recrutement de Lille et je demande qu'est-ce qu'un gars qui sort de Saint-Luc peut faire. On m'a proposé photographe dans la marine. Donc ils en prenaient que 5 par an. Donc du coup je passe le concours et comme je tombe sur un ancien sous-marinier, je lui présente mon carnet de voyage. Et je vois qu'on a le même dialogue, on a les mêmes attentes, le même amour de la mer. Et du coup, il falsifie un petit peu mon dossier et il m'aide à rentrer à l'école de Mestras, école d'officier. Et puis, attitude artistique contre éducation militaire, ça fait pas bon ménage. Et on me fait comprendre que c'est pas trop ma place. Et puis, je rencontre aussi le photographe de la Jeanne d'Arc. C'est le porte-hélicoptère. Je lui montre mes photos, je lui montre mes dessins. Et puis il me dit pour faire des photos d'hélicoptère, ce que je voulais faire le tour du monde, tout ça, il fallait attendre une dizaine d'années. Sinon, pendant ces 10 premières années, il fallait faire des photos de pièces mécaniques, des photos de cérémonie, des choses pas très intéressantes. Et du coup, c'est vrai que j'ai préféré partir de l'école de Mestras. C'est à ce moment que j'ai rejoint une usine de manège où on me proposait de faire des dessins. Le matin, il y a le forain qui arrivait et moi, je devais faire les dessins de ce qu'il demandait, des choses très spécifiques, des manèges à thème. Et quand il revenait l'après-midi, en fait, je présentais plusieurs séries d'illustrations de ces manèges. Et j'ai fait ça pendant 6 mois, ce qui était plutôt bien. Je ne me voyais pas rester là-dedans non plus. Et au même moment, en fait, était créé le musée du Quai Branly. C'était en 2005. Donc j'envoie comme une lettre, comme une bouteille à la mer, j'envoie un rouleau j'essaie de faire du mail art en mettant un tatouage polynésien sur ce rouleau, je mettais à l'intérieur du rouleau des illustrations de mes carnets de voyage et j'envoie ça au Quai Branly. Et une semaine après, en fait, la secrétaire m'appelle pour demander une rencontre avec le président directement.
Donc moins de 10 jours après, je le rencontre dans son bureau et puis il me demande pourquoi j'ai fait ce rouleau. Et je dis j'aimais bien ce tatouage. Et puis là, il se lève, il soulève le pantalon de son costume et puis il avait ce même tatouage polynésien sur la jambe. Et puis il avait fait la Marine nationale aussi, donc du coup on commence à raconter plein d'anecdotes. C'était un passionné de rugby aussi. Et c'est à ce moment qu'il me propose de faire des ateliers carnet de voyage au sein du musée. De faire comme des cours de dessin, mais dans les collections, dans les œuvres du musée. Et ça a été fabuleux parce que c'est ce qui m'a un petit peu appris ce qu'était l'art premier. Au même moment, j'allais dans les musées, donc j'avais compris que Beaubourg répondait à mai 68. Et j'ai trouvé que ce musée répondait au 11 septembre, parce que moi j'ai passé mon diplôme en 2001. Et je me souviens que ça m'a appris un petit peu là où dialoguent les cultures. Ce qu'était l'art premier, et j'ai compris aussi ce qu'étaient ces masques. C'est grâce à ce musée que j'ai compris pas mal de trucs, pas mal de choses aussi sur le carnet de voyage. L'importance de dessiner. Le fait de dessiner un carnet de voyage sur une scène pendant 20 minutes, il se passe automatiquement quelque chose, il y a toujours une interaction avec les gens. Et ça, c'est ce qui est assez fabuleux dans le dessin et particulièrement dans le carnet de voyage. Et puis au même moment, je crée une galerie associative avec une association. La première exposition, c'est sur les carnets de voyage. Donc je revenais de Thaïlande et je fais cette expo et je propose aussi des ateliers de dessin, carnet de voyage. Et un dimanche, il n'y avait personne dans les rues, je m'ennuyais un petit peu. Je prends mes pinceaux, de la couleur, un petit peu de couleur, et puis je vais sur une palissade abandonnée avec des affiches. Et je commence à peindre le portrait de Clint Eastwood, quelque chose de complètement apolitique. Et puis un type passe par là, il me demande ce que je fais, j'essaie de lui expliquer un petit peu ce qu'est le street art. Bon, il s'en fout complètement, et puis il me dit d'effacer. Il me dit qu'il va revenir avec la police. Donc je lui dis quand la police reviendra, je l'aurai terminé 3 fois le dessin. Manque de peau, la police revient parce que c'était l'adjoint à l'urbanisme. Et donc j'efface tout de suite mon dessin, sinon c'est une amende. Je suis pris en photo par un des commerçants qui l'envoie au journal local. Et puis les médias m'appellent pour avoir mon son de cloche, ils appellent l'adjoint à l'urbanisme. Et puis ça fait la première page, contraint d'effacer son œuvre avec la photo du portrait de Clint Eastwood à moitié effacé. Et du coup ça a fait un tel retentissement que la mairie m'a offert ma première exposition payée à la Maison de la Culture de Laon. Et c'est comme ça que j'ai pu exposer une trentaine de tableaux, donc dans un lieu qui était magnifique, donc sans rancune. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu vendre mes premiers tableaux. Tu peux nous parler de tes influences et de tes références ? Alors, mes influences, en fait, quand j'étais au collège, je me les faisais tout seul. Alors du coup, je prenais les BD que j'affectionnais le plus. Je prenais les BD de Bilal et je recopiais certaines illustrations. Je prenais les BD de Moebius, mais je restais vraiment dans l'univers BD. J'aimais bien le fait de recopier une planche de BD, le trait, la ligne claire, c'est quelque chose qui me plaisait. Et après j'arrive à Saint-Luc et j'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ça, le fait de dessiner comme ça. Les profs attendaient vraiment quelque chose de différent. Donc à la même période, j'ai commencé à m'intéresser plus à des artistes des carnétistes comme Titouan Lamazou. Après, je faisais beaucoup d'expositions et c'est comme ça que j'ai vu une expo de Anselme Kiefer au Grand Palais. Et je me souviens que c'était des monticules de verre. Il avait repris le Grand Palais et j'avais l'impression d'être dans une ville bombardée. Et je sais que c'était une claque, quoi. Et ça m'a rarement fait ça dans une expo contemporaine. Et du coup, le fait de travailler, de prendre de la matière, de prendre du collage, de travailler avec des peintures effacées, il y avait quelque chose de plus subtil qui a commencé à plus me parler. Alors petit, j'ai pu découvrir La Dernière Séance présentée par Eddie Mitchell et je me souviens en fait de ce premier film, Luc la main froide avec Paul Newman, et il y a beaucoup de références à la pop culture dans ce film.
Et après, c'est comme ça que j'ai commencé tous les week-ends, j'allais louer 2-3 cassettes. Et du coup, je me suis énormément alimenté du cinéma et de faire beaucoup de références dans mes tableaux. Et comment tu définirais ton art? Quelle technique tu utilises? Alors, la technique, d'abord, je pars d'un médium très spécifique, c'est cette BD des années 60. Alors, les titres les plus connus, ça va être Kit Carson. Donc, je prends cette BD, je sélectionne aussi les cases ou les titres et je viens coller ça sur la toile. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de commencer à faire mon illustration. Donc, c'est cette BD qui était très connotée. Donc, c'est la mythologie américaine des années 60 avec l'éternel méchant indien, le gentil cow-boy. Et je prends cette BD, je viens la coller et j'essaie toujours d'avoir une composition. Je sais qu'il y a la ligne d'horizon et puis le ciel. Et je viens coller ces BD en fonction des nuages. Alors des fois je mets trop de peinture, donc je viens recoller de la BD. Après je viens effacer un petit peu de peinture. Il y a beaucoup de hasard aussi dans ces compositions. Mais le but c'est vraiment de laisser apparaître les bulles, Crève, Sale peau rouge, ou les titres de ces BD de Kit Carson. Et donc ces bandes dessinées, je viens coller ces BD. Et une fois que j'ai ma composition, je viens faire des paysages qu'on connaît tous. La vieille station-service, la route 66. Alors c'est toujours dans les années 60, il faut toujours que les voitures doivent être un petit peu abîmées. J'aime bien quand la station-service a vécu. Alors c'est toujours des bâtiments des années 60-70 et ces bâtiments, c'est des gens, ils ont investi toute leur vie dans, dans ces stations-service, dans ces vieux motels. Et puis le gouvernement a fait une route beaucoup plus rentable. Donc la route 66 est devenue obsolète. Et je garde en fait toute cette litanie d'images d'Épinal qu'on peut avoir des États-Unis. Et puis, je viens faire cette double lecture, c'est-à-dire que quand on se rapproche de ces tableaux, on va pouvoir à ce moment lire Crève, Sale peau rouge ou les titres que j'ai sélectionnés. Et quel est ton message à travers tes peintures, tes sculptures? C'est quoi ton engagement par rapport à l'art? Bon, après, très modestement, je pense que les artistes doivent épouser une cause aussi. Moi, c'est vrai que depuis que je suis petit et que je me suis pris d'affection pour les Indiens, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire des rappels, de pouvoir un petit peu avoir une peinture peut-être un petit peu critique, mais expliquer un petit peu, revenir sur certains massacres qu'il y a pu avoir et puis surtout me permettre de parler des Indiens. Voilà, c'est important dans mon travail. L'injustice est quelque chose qui m'a toujours mobilisé, que ce soit dans l'actualité ou alors historiquement. Faire des rappels aussi qu'on est à plus de 900 féminicides au Canada pour les femmes natives. Et ça, je profite toujours de mes tableaux pour faire des petits graffitis, pour mettre le nom de la ville ou des dates précises. Et c'est quoi ton actualité aujourd'hui? On peut retrouver ton travail où? C'est quoi tes prochains projets? Alors pour l'instant, mon travail, on peut le retrouver dans 3 galeries. Une à Lourmarin, une à Lille, et puis la dernière à l'île de Ré. La galerie s'appelle Indian Summer. Et tes projets, sur quoi tu travailles en ce moment? Et les projets, je voudrais me remettre sur des grands formats et venir isoler des éléments bien spécifiques des tableaux et plus avoir une grande illustration comme j'ai toujours fait, mais travailler que sur des tailles, des petits panneaux, des graffitis, mais plus une image entière en fait. Vraiment travailler sur des petits bouts que je vais venir recoller comme ça sur le grand format. Et tu peux nous parler de tes sculptures? Alors les sculptures, c'était assez intéressant parce que le fait de faire des tableaux m'a donné accès aux galeries, mais le fait de travailler en 3 dimensions m'a apporté un côté art plastique que j'avais pas. Et d'amener en fait ce petit plus m'a ouvert les portes d'exposition dans des musées.
notamment celui de Mons il y a 1 an et demi. Et ces sculptures, ça vient un petit peu dialoguer avec mes tableaux. Et puis, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai beaucoup de plaisir. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à me séparer de mes tableaux. Par contre, mes sculptures, voilà, c'est un travail qui est complètement différent et qui est plus personnel. J'ai vraiment beaucoup de mal à devoir les vendre. Ah, j'aime pas dire vendre. Tu peux nous parler d'artistes que tu apprécies Qu'est-ce que tu nous invites à découvrir? Alors, si je peux vous parler de 2 artistes, il y a 2 noms qui me viennent. Le premier, c'est un artiste qui vit et travaille dans le Luberon qui s'appelle Didier Delgado. Alors lui, il a un travail qui est assez génial. Il va venir prendre en référence un tableau qu'on connaît tous de Roy Lichtenstein ou de Andy Warhol. Donc quand on a le nom du tableau en tête, on a les couleurs. Et lui, il va venir repêcher dans sa collection de vinyles toutes les tranches. Et il va venir répéter en fait toutes les couleurs des tranches de vinyle sur le tableau avec les couleurs du tableau de l'artiste. Et c'est assez génial. Après, le deuxième artiste, c'est un artiste qui est du coin, qui s'appelle Yann Kenpen, qui lui a un travail sur le manga que j'adore. Il vient mettre beaucoup de matière sur son tableau, c'est des tableaux très épais. Il va reproduire un manga, et puis après il va le recouvrir entièrement de brou de noix, le tableau va être très foncé. Et après il va venir retirer ce brou de noix, et dans toutes les imperfections, tout dans les interstices de peinture, va venir en fait se coller ce noir, ce brou de noix. Et on a l'impression d'avoir un tableau du 18e, mais très contemporain. Et c'est assez fabuleux de le voir en vrai. Bertrand, on t'a demandé de nous rapporter un objet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, donc alors j'ai ramené cet objet. La première fois que je suis rentré au musée du Quai Branly, tout de suite j'ai été attiré par cet objet qui est donc l'original est au Quai Branly évidemment. Ça c'est une copie que j'ai fait en papier mâché. Mais comme je ne pouvais pas le piquer ou le ramener chez moi, donc je l'ai refait, tant bien que mal. Et ça vient de Nouvelle-Irlande, Papouasie. Et je le trouvais tellement formidable, tellement graphique, que c'est le premier objet que j'ai refait. C'est celui aussi qui m'a permis de commencer une collection d'art premier et qui s'axe beaucoup en fait autour de cette situation géographique qui est la Nouvelle-Irlande. Merci Bertrand Lefebvre. Merci à vous, c'était très confortable et j'ai vraiment bien aimé cette expérience.